Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous retrouver pour cette 11e émission Power Boost. Vous allez découvrir toute l'actualité de la machine agricole et toutes les technologies nouvelles. Cette émission est enregistrée en direct du salon Intermat, salon dédié à la machine des travaux publics et du bâtiment. Ce nouveau moteur John Deere de plus de 600 chevaux aux normes Tier 4 ainsi que notre magazine partenaire Machines sur l'actualité nous invite à retrouver toutes les nouveautés du moment. Cet automoteur de manutention Pichon de 33 chevaux, comme les 4 autres modèles de la gamme, peuvent recevoir un canopy ou une cabine. Ce poste de conduite, avec ou sans porte latérale, se bascule pour faciliter l'entretien. La structure du canopy et la cabine sont en cours d'homologation ROPS et FOPS. Les phares de travail additionnels et le châssis articulé optimisent le confort de travail. Le semoir Pronto 6DC de Orge dispose d'une trémie de 3500 litres ou d'une double trémie de 3800 litres. Il reçoit 40 éléments semeurs, turbodisques à double disque et roues plombeuses flexibles. La distribution de la semence s'effectue par l'intermédiaire de roteurs interchangeables de façon à s'adapter aux différentes espèces à semer. Le packer pneu gonflé à la mousse assure le rappuyage derrière les 2 trains de disques crénelés. La centralisation des réglages facilite l'adaptation du semoir aux conditions d'implantation des cultures. L'automoteur de manutention Mecalac 12 MTX hybride se distingue des autres modèles par sa motorisation thermique de 51 kW, 69,3 chevaux, associée à un générateur électrique de 15 à 30 kW. Ce dernier intervient lorsqu'il y a une sollicitation de puissance supérieure à 51 kW. Lorsque le moteur thermique travaille en dessous de 51 kW, les batteries se chargent. L'association de ces deux motorisations permet de réduire les besoins en carburant de 25%, mais aussi les émissions polluantes d'autant. Lorsque l'automoteur est à l'arrêt et sans activité, le moteur thermique s'arrête automatiquement. Il redémarre seul dès qu'il y a une demande puissante. Depuis cette nouvelle chargeuse pelleteuse 3CX de JCB EcoPro que je vous invite à retrouver notre séquence gros plan. Flexera Manufacturing has been building reverse pitch fans for 20 years with applications in construction, recycling, agriculture. Most recently, we've come upon new technology whereby we can have the fan react to the cooling of the engine. The engine airflow is on demand, reading sensors in the oil cooler, the air-to-air after exchange. This technology will have applications in agriculture, combine harvesters, tomato harvesters. With the new technology, we're able to help the end user reduce fuel consumption by reducing the horsepower or increasing production for the farmer. And the biggest benefit is the CO2 emission reduction as well. La grosse nouveauté du moment chez Hydrokit, c'est le kit régulation automatique d'entraînement de ventilateur. Elle est réalisée grâce à un ensemble de capteurs positionnés d'une part sur le système de refroidissement et d'autre part sur le système d'hydraulique de la machine. Le kit Hydrokit permet principalement un gain de consommation au niveau de la machine, tant en termes de gasoil qu'en termes de puissance, qu'en termes de niveau sonore. Mais l'autre gros avantage permet aussi de pouvoir programmer des cycles d'inversion du ventilateur qui sont automatiques et donc qui permettent de faire un dépoussiérage automatique de la machine. Le gros avantage, c'est de pouvoir travailler de façon permanente pendant les travaux d'été, pendant les travaux de paillage dans les poulaillers par exemple, ou également pendant le dessilage dans les bâtiments d'élevage. Henri Marquetta, bonjour, merci de nous recevoir. Vous êtes ici le président directeur général de Mecalac. Aujourd'hui, dans ces périodes difficiles, qu'est-ce qui vous fait avancer, vous, chez Mecalac ? Bonjour.
Ce qui nous fait avancer dans ces périodes difficiles, franchement parler, c'est l'innovation. C'est elle qui nous différencie de tous les autres produits du marché. Et c'est grâce à cette politique d'innovation que nous maintenons depuis des années et des années que nous arrivons effectivement à survivre des périodes comme celle-ci. Retrouvons tout de suite notre rubrique stratégie, images. Joseph Poligo, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes PDG donc, du groupe Agram. Alors, on va le dire, le groupe Agram, c'est un peu le vilain petit canard dans le monde de la distribution, puisque justement, en 1999 ou en 2000 plutôt, vous avez décidé de shunter la distribution et de vendre directement aux agriculteurs. Aujourd'hui, c'est un bon choix ou un mauvais choix que vous avez fait ? Pour moi, c'est un bon choix, mais c'est surtout aux clients, aux utilisateurs qui voudraient demander, à nos clients, parce que vous dites vilain petit canard forcément par rapport au reste de la profession, mais ce qui est important, c'est les clients. Je crois que ce sont eux qui décident. Quand ils décident d'un investissement, c'est pour eux, c'est pour leur exploitation. Et je pense que les clients qui viennent chez nous sont satisfaits. On fait tout pour cela. Donc, alors, vous n'avez pas de commerciaux en fait directement sur la route, vous n'avez que des commerciaux sédentaires. Oui, alors on a des bases, on a 17 bases Agram, et sur ces bases, on a des commerciaux, technico-commerciaux qui sont là, qui répondent aux clients, aux demandes de renseignement des clients, qui peuvent provenir soit par appel téléphonique, soit par déplacement, des clients qui font même des fois 100-150 km pour venir sur place, parce qu'ils savent que les conditions sont intéressantes et que la qualité est là, ou des demandes Internet, parce qu'on a de plus en plus de clients aussi qui demandent les renseignements par Internet, mais on ne répond jamais directement par Internet. On veut absolument avoir le client au téléphone pour connaître ses besoins, savoir ce qu'il veut faire, la puissance des tracteurs, les conditions d'utilisation, de façon à lui présenter un produit qui correspond exactement à ses besoins. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est vendre quelque chose qui n'est pas adapté à l'utilisation que veut en faire le client. Alors là encore, vous n'êtes pas du tout orthodoxe, puisque vous refusez aux agriculteurs la possibilité ou le pouvoir de négocier. Il n'y a pas de marchandage avec vous. Oui, sauf que le marchandage, il a été fait avant, c'est qu'on a démonté, si on veut, on a descendu notre prix de revient au plus juste, au plus serré, ce qui fait que nos prix sont hyper compétitifs. Donc on estime que donner un prix à un client, il sait qu'il va venir chez nous, il va acheter au meilleur prix du marché. Alors forcément en comparant la qualité et le produit, qu'il soit à Lille, qu'il soit à Rennes, qu'il soit dans la Creuse, ce sera le même prix pour tout le monde, mais ce sera le meilleur prix du marché. Donc, et ça c'est rassurant, je crois que ça plaît aux clients, mais à nous de travailler pour avoir des prix très compétitifs. Et on se sert et on se bat pour nos clients, on est dans le même bateau qu'eux, on fait le même métier qu'eux, quand ça va bien chez eux, ça vient chez nous, et quand ils ont des difficultés, on les a aussi, donc on doit se soutenir. Alors là, on voit en 2009, vous revenez dans la presse, puisque vous lancez notamment un modèle de presse. Alors je rappelle, vous achetez en France, en Italie, en Pologne, selon les matériels. Vous avez une usine, notamment en Girlande, en fait, dans les Deux-Sèvres. Et là, vous arrivez avec une presse, donc... Ça faisait quelques années que vous n'étiez pas dans ce secteur ? Oui, d'abord la presse, c'est un élément dans une gamme de fenaison. Donc toute la gamme de fenaison est produite dans notre usine dans les Deux-Sèvres. Donc on a les faucheuses conditionneuses, les faneuses, les endaineurs plus ou moins larges, les portées avant pour utilisation avec presse ou traînées arrière. Il nous manquait la presse. Alors la presse, ça fait X années qu'on n'avait plus dans la gamme. On a travaillé sur le produit, donc on a développé une presse, on a fait notre cahier des charges, déposé nos brevets et on a trouvé un accord avec un partenaire industriel qui pour fabriquer notre produit. Qui se trouve où ? Et qui se trouve en Europe, parce qu'aujourd'hui la France ça n'existe plus. La France c'est un village. Faut bien se rendre compte de ça. Quand vous achetez une voiture, qu'elle soit Renault ou Peugeot, elle n'est pas toute fabriquée en France, elle est fabriquée en Europe, une partie peut-être en Allemagne, une partie en Allemagne, en Pologne ou d'autres pays, si on peut dire le Portugal ou l'Allemagne, si on peut dire un peu partout. Donc là vous revenez avec une presse donc à chambre fixe et en 2010 peut-être une presse à chambre variable ? Oui, on travaille aussi sur la presse à chambre variable. On a commencé par mettre la chambre fixe. La chambre variable, je pense que les premières machines vont tourner en 2010, mais la commercialisation, je dirais, réelle ne commencera qu'en 2011. La technologie moteur sur cette machine-là, qui est un prototype, combine à la fois un moteur thermique classique avec un moteur électrique qui permet de réduire de manière significative la consommation de gasoil et donc les émissions de gaz à effet de serre. Le moteur thermique entraîne les pompes hydrauliques comme sur une pelle classique et en même temps peut entraîner un moteur ou une génératrice électrique qui va permettre de stocker de l'énergie dans des accumulateurs qui sont basés sur l'avant de la machine. Ces accumulateurs après vont redistribuer de l'électricité soit sur l'équipement,
soit au retour vers le moteur thermique pour permettre d'avoir une puissance supplémentaire. Pour réduire les consommations de gasoil et de carburant, on travaille également sur le système hydraulique. Essentiellement aujourd'hui, nos recherches sont centrées sur la suppression ou la simplification du distributeur principal de la machine. Il existe des solutions qui sont aujourd'hui disponibles dans le monde agricole, qui sont étudiées pour le monde du TP, et peut-être que les évolutions apportées pour le monde du TP se retrouveront un jour dans le monde agricole à nouveau. Je vous invite à retrouver notre séquence rétro consacrée au tracteur Goldoni, à côté de cette benne Marel à câble lancée il y a 90 ans. J'ai toujours dit à mes enfants, si vous allez travailler à l'entreprise avec plaisir, alors vous résoudrez tous les problèmes. Quand venir à l'entreprise sera une obligation, les problèmes ne seront pas résolus. C'est en 1926, à Migliarina dei Carpi, dans la région de Modène, que Celestino Goldoni fonde son entreprise et fabrique les premières pompes pour l'irrigation. En 1955, il produit son premier motoculteur et en 1957, son premier tracteur export avec plus de 30 000 unités produites en 10 ans. La productivité de la série Universal suivra en 1967, dont plus de 50 000 unités ont été vendues jusqu'à ce jour. En 1986, le constructeur italien signe un accord avec John Deere pour la production de tracteurs spécialisés sous le nom et la couleur du fabricant américain. En 2007, le contrat est étendu au niveau mondial. J'ai déjà plus ou moins choisi la personne qui prendra mon relais. Je suis d'ailleurs en train de la tester et d'observer sa gestion de l'entreprise. Goldoni produit aujourd'hui près de 6500 tracteurs spécialisés, dont environ 1550 pour John Deere. Il réalise un chiffre d'affaires de 90 millions d'euros. Pour 2010, Goldoni projette de lancer un tracteur pour vignes très étroit dénommé Vigneron en 85 et 100 chevaux avec des motorisations VM ou John Deere ainsi qu'une transmission pour des puissances de 80 à 100 chevaux. Retrouvons notre séquence technologie avec aujourd'hui François Girard, directeur commercial des pneumatiques Alliance pour la France. Alors François Girard, quels sont les problèmes techniques pour un pneumatique agricole porteur ? Alors, bien évidemment, les contraintes sont importantes. La première est surtout la charge. La seconde, c'est la vitesse, le respect des pressions et après, dans le profil, le débourrage sur le terrain. Alors chez Alliance, comment vous avez travaillé vous pour résoudre toutes ces contraintes ? Nous sommes sur le marché du pneu porteur depuis plus de 20 ans, mais à côté de cela, nous fabriquons également une gamme de pneumatiques poids lourds et nous nous sommes inspirés des contraintes du pneu poids lourd pour créer cette nouvelle gamme de pneus radial porteurs agricoles. Alors ça se traduit comment techniquement dans la fabrication du pneu ? Aujourd'hui, les remorques agricoles vont de plus en plus vite et il est bien évident qu'on a été obligé d'adapter cette vitesse aux contraintes du pneu agricole porteur. Et nous nous sommes inspirés de nos productions poids lourds pour faire ce pneu. Alors, comment nous l'avons fait ? Nous avons inséré dans cette gamme de pneumatiques agricoles remorques une ceinture acier qui n'existe pas sur la gamme standard agricole. Et avec cette ceinture acier, on reste en pneu agricole radial ? Oui, c'est parce que c'est un pneu radial que l'on a ajouté cette ceinture acier. Alors cette ceinture acier, elle offre quoi aux clients ? Elle offre quoi aux pneumatiques ? Alors, d'abord une meilleure stabilité de la bande de roulement, ça c'est important notamment dans tout ce qui concerne l'application des charges, mais également pour éviter tout ce qui est crevaison et contraintes difficiles, notamment dans l'application TP. On parle de plus en plus de vitesse rapide, y compris en agriculture. Vous êtes jusqu'à quelle vitesse dans vos pneumatiques porteurs chez Alliance ? Et quelles sont les contraintes quand on augmente la vitesse ? Donc la gamme porteur radial Alliance avec les deux profils A380, A390, les deux gammes ou les deux profils sont sous l'indice de charge 65 km/h. Mais nous avons la possibilité pour certains types de pneus d'aller à 70 voire 90. Aujourd'hui, on a un 650 R22.5 qui est homologué 90 km/h. Et là, avec ces vitesses-là et ces charges qui sont aussi en augmentation, est-ce qu'on arrive encore à baisser la pression dans les pneus ? Alors, la pression est importante, bien évidemment. L'accès sur le terrain demande
aussi le respect de la structure du sol. Pour le respect de la structure du sol, c'est d'avoir une pression la moins élevée possible. Mais en face de ça, il faut accéder sur la route et accepter des charges de plus importantes avec des vitesses élevées. Donc on peut jouer sur les pressions, on peut descendre à 3 bars par exemple, sur un 650-55 R26.5, à condition de remonter bien évidemment à 4 bars le jour où on l'utilise de manière intensive sur la route. Alors avec cette technologie, est-ce qu'on peut parler d'un prix précis sur ce type de pneumatique? Les deux profils réunis, aujourd'hui, nous disposons d'à peu près 25 dimensions. C'est difficile de donner un prix parce que sur 25 dimensions, c'est pas facile. La seule chose, c'est que nous avons réussi, malgré la technologie du prix, à être dans un prix marché qui est acceptable pour tout le monde, aussi bien pour le constructeur que pour l'utilisateur. Merci François Girard pour ces quelques minutes passées avec nous et à bientôt. Merci, au revoir. Retrouvons notre astuce du mois avec la société EHC qui importe des filtres à particules et à émissions de fumée venus de Suède. En fait, des filtres qui s'adaptent sur les machines agricoles, sur les voitures. Ces filtres ont pour intérêt d'absorber les fumées et aussi les particules, notamment lorsque les machines tournent dans des ateliers, par exemple de concession, d'entreprises de travaux agricoles ou de CUMA. Cette cartouche se compose de deux éléments, une partie qui absorbe les particules, une deuxième partie en charbon actif qui absorbe les odeurs. Avec une cartouche, il est possible de faire 200 démarrages de 10 minutes. Le coût de l'ensemble, c'est 500 €. Une fois la cartouche pleine, un opercule se perfore et crée un bruit sonore que le conducteur entend. À partir de ce moment-là, il décide de remplacer la cartouche. Pour remplacer une cartouche, il faut compter un budget de 150 €. Continuez de vous informer en consultant notre magazine partenaire Tracteur, Passion et Collection. N'oubliez pas non plus de lire notre magazine mensuel Agriculture et Nouvelles Technologies qui consacre son dossier mensuel aux techniques du futur en matière d'élevage. N'oubliez pas de participer à notre jeu concours mensuel. Alors la question du mois dernier était qui a inventé la machine à vendanger à battage que l'on connaît aujourd'hui? C'est Joseph R. Horton qui a déposé le brevet de la machine à vendanger en 1965. La première exploitation de ce brevet a été faite par Shilson Rider qui a donné naissance à des machines à vendanger de son nom. La question du mois prochain est qui a inventé le concept de la transmission hydrostatique? Je vous laisse jusqu'au 20 mai pour nous donner vos réponses. Je vous rappelle qu'il est possible de placer gratuitement une mini-télévision sur votre site web ou sur votre blog de façon à retrouver cette émission. Aussi, je vous donne rendez-vous au Salon Herbe à Nouveau-Itou en Ille-et-Vilaine le 27 et 28 mai prochain où nous aurons un plateau de télévision en direct sur le stand de la RAGT. N'hésitez pas à venir nous retrouver. Merci de nous avoir suivis, rendez-vous le mois prochain.